Merci à tous de reprendre vos places. La séance va continuer. Nous avons maintenant une séquence sur l'innovation. L'innovation au cœur des projets de la diaspora. Et je vais inviter sur le pupitre les speakers qui sont prévus pour cette séquence. Christian Gekinou. Christian Gekinou qui est expert de Meet Africa. Christian Gekinou est-il là? Voilà. Christian Gekinou, consultant, entrepreneur, animateur des réseaux et d'incubateurs en Afrique. Merci. Bon, il était prévu Iman Bédé, mais qui malheureusement n'a pas pu arriver à Paris. En revanche, Rui Mendes da Silva de Kemet Automobile du Sénégal, qui est entrepreneur et un lauréat Meet Africa. Monsieur Rui Mendes da Silva, vous êtes invité à vous présenter. Merci. Bonjour. Bonjour. Félicitations encore. Et puis, bien sûr, qui est la surprise que je vous réserve, Hervé Dipari, qui est à la fois chef d'entreprise et comédien. C'est un parcours absolument inattendu et original. Hervé Dipari, vous êtes invité à monter sur scène. Je ne sais pas si tout le monde a un micro. Je vais rapprocher celui-ci. Voilà. Et il y a un micro de votre côté. Bien. Alors, s'il vous plaît, il y a encore des personnes qui sont debout et ce serait bien pour la sérénité de nos échanges et par respect pour les panélistes, que tout le monde prenne place. Alors notre thématique, celle que nous adoptons tout de suite, c'est l'innovation. L'innovation au cœur des projets de la diaspora. Et la question que nous allons essayer d'aborder, c'est comment se caractérise cette dynamique de l'innovation au sein de la diaspora. Je vais commencer par vous, Christian Gekinou. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez expert de Meet Africa, donc vous êtes vraiment au cœur du dispositif. Vous êtes vous-même consultant, vous êtes entrepreneur et puis animateur de réseaux d'incubateurs en Afrique. Donc la question est vraiment une question bien taillée pour vous. Comment envisagez-vous, comment pour vous se caractérise cette dynamique de l'innovation en Afrique parmi les membres de la diaspora? Merci beaucoup. Enfin, c'est une question à laquelle on peut répondre des heures et des heures. Hein. Je vais quand même essayer de faire un peu court. Je pense que peut-être la première chose, c'est que dans ce contexte-là, il faut qu'on commence peut-être par voir qu'est-ce qu'on va qualifier d'innovation. Parce que c'est vrai qu'on parle énormément d'innovation, mais de façon très basique. Pour contextualiser l'innovation, surtout dans le contexte entrepreneurial dans lequel nous sommes. Ça va être le fait d'apporter une solution qui est peut-être un peu nouvelle à une problématique qu'on a identifiée dans l'environnement, en essayant le plus possible d'adapter cette solution-là à l'environnement en question et réussir à trouver un modèle économique, donc à commercialiser, donc trouver des gens qui sont en capacité d'acheter et donc développer une activité économique sur cette base-là. Et le fait d'avoir des gens qui sont dans la diaspora, donc des entrepreneurs qui sont dans la diaspora, le fait d'avoir cette compréhension-là d'un double espace. Parce que ce qui caractérise la diaspora, c'est qu'on a un pays d'origine, on a un pays de destination. En général, et dans notre contexte, c'est que le pays d'origine, c'est souvent un pays africain,
où on peut considérer que dans beaucoup de cas, on a peut-être certaines problématiques qui sont déjà résolues dans le pays de destination, donc on a la possibilité de voir d'autres choses. Et donc, dans le pays de destination, ça peut être la France, ça peut être les États-Unis, ça peut être la Belgique, l'Allemagne. Cette diaspora-là est confrontée à des solutions, est confrontée à des manières de faire qui ne se retrouvent pas toujours dans le pays d'origine. Et donc, le fait de voir cette problématique-là, ça leur donne la possibilité de voir des opportunités, et donc d'apporter de l'innovation sur ces marchés-là, en faisant souvent attention à adapter cette innovation-là aux caractéristiques du marché, aux contraintes du marché. Parce que là où il faut faire attention, c'est de ne pas se retrouver dans des configurations où on va juste reproduire quelque chose qui marche quelque part, sans faire suffisamment attention aux caractéristiques intrinsèques du marché sur lequel on est en train de le reproduire. Donc c'est une dynamique qui se caractérise comme ça. On a énormément d'entrepreneurs de la diaspora qui entreprennent dans les pays, dans leur pays d'origine, en mettant en place des solutions qui existent ailleurs, mais souvent en apportant suffisamment d'éléments d'adaptation pour que ces solutions correspondent réellement aux problématiques de leur marché. Oui, alors justement, vous êtes un incubateur, donc j'imagine que vous recevez de nombreux types de projets. Est-ce qu'on peut avoir des exemples justement, qui illustrent cette démarche, la sublimation, des éléments concrets de ce que vous voyez passer dans votre réseau? Je pense qu'on a des exemples, on a des entrepreneurs avec nous qui peuvent donner des exemples très concrets de justement des solutions qu'ils sont en train de déployer. Et peut-être qu'on peut commencer par, si je me permets, peut-être qu'on peut commencer par ce qu'on a avec nous. Vous bottez en touche, si je comprends. Non, je ne botte pas en touche, mais je me dis pourquoi parler de ceux qui ne sont pas là. Je vais titiller votre voisin et lui poser des questions précises. Non, il y a beaucoup de solutions. Je ne vais pas commencer à en citer, mais il y a énormément de solutions qui se retrouvent dans nos pays, dans nos écosystèmes, qui sont fortement inspirés. Bon, si je prends par exemple dans tout ce qui est transport et logistique, pendant longtemps, et d'ailleurs c'est quelque chose d'assez particulier, pour ceux qui connaissent très bien les pays africains, on a des taxis-villes dans la plupart de nos pays qui, dans leur fonctionnement historique, et d'ailleurs c'est encore le cas dans beaucoup de pays, quand on rentre dans un taxi dans une capitale africaine, à Cotonou, à Dakar ou je ne sais pas où, on n'est pas seul. En général, on est systématiquement avec d'autres personnes et le taxi a un trajet, il vous dépose. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Dès lors qu'on a eu des solutions du type Uber et d'autres qui font à peu près la même chose aujourd'hui, très rapidement, c'est devenu aussi un modèle pour des entrepreneurs qui ont conçu des solutions de déplacement en s'inspirant de ce que fait Uber et d'autres. Mais donc, via une application, on peut réserver, on peut avoir la course beaucoup plus rapidement, on peut faire du Uber Pool que nous, on faisait déjà d'une certaine façon, mais voilà, c'est devenu Uber Pool. Et donc, aujourd'hui, dans beaucoup de capitales, on a des solutions qui existent, qui permettent de réserver un transport d'un point A à un point B un peu plus facilement que ce qu'on faisait où il fallait aller au bord de la voie et attendre un taxi qui est en train de passer, espérer qu'il soit disponible, etc., etc. Donc, on a des solutions comme ça. Il y en a beaucoup d'autres sur lesquelles on pourrait éventuellement revenir. Ouais. Oui. Alors, justement, Rui Mendes da Silva, vous êtes l'initiateur de Kemet Automobile. Alors, commençons par dire, mais c'est quoi Kemet Automobile ? Bonjour d'abord et merci. Bonjour. Oui. Donc nous, on a décidé de s'attaquer à la problématique de l'automobile en Afrique et de la mobilité. Aujourd'hui, je pense que tout le monde sait que la quasi-totalité des véhicules qui roulent en Afrique sont des véhicules d'occasion, très souvent vieux, pas en très bon état. Et polluants. Ouais. Et surtout importés. Donc nous, tout simplement, nous on a décidé de créer une marque automobile, en fait, donc qui s'appelle Kemet. Et l'idée, c'est de faire des véhicules électriques et connectés, made in Africa, donc pour proposer une mobilité propre en Afrique, améliorer la mobilité des gens avec des véhicules neufs et surtout industrialisés
industrialiser en Afrique pour que les véhicules soient plus proches et qu'il n'y ait plus les coûts d'exportation et créer un maximum d'emplois et tout un écosystème pour du développement économique. Oui. Bon, c'est un projet, j'imagine, particulièrement ambitieux. Est-ce que vous avez les moyens de ce projet, les moyens, je dirais, de votre politique? Alors nous, Où est-ce que vous en êtes pour concret? aujourd'hui, concrètement, on a fabriqué déjà un premier véhicule, prototype. Un prototype, oui. Donc, on a fabriqué un SUV électrique qu'on va dévoiler très bientôt au Sénégal. On s'est appuyé sur nos ressources à nous et là, on est en train de finaliser un tour de financement avec des business angels. Donc, ils sont majoritairement africains. Donc, on a été un peu surpris, agréablement surpris. Donc, il y en a qui sont un peu du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Donc voilà. C'est un budget que vous estimez à combien d'investissement il faut lever le montant pour réaliser? Alors, c'est un projet qui va nécessiter beaucoup de fonds. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a fait beaucoup. Je trouve déjà, on a déjà fabriqué un véhicule et on espère qu'il y aura des politiques publiques qui vont aller dans notre sens. Je vais vous poser une question très concrète parce que peut-être qu'il y a des investisseurs dans la salle qui pourraient être... si vous n'êtes pas, je dirais, si vous n'avez pas l'audace ou prenez pas le risque d'être transparent en donnant des chiffres, peut-être vous passez à côté de l'essentiel. Non, moi j'ai aucun souci. Je peux te donner les chiffres. C'est pour ça que je pose la question. C'est-à-dire que vous avez, c'est un projet que je trouve extraordinaire, fantastique, qui, je suis convaincu aussi, est finançable. Hein, dès lors qu'il est bien construit, bien pensé, qu'il y a un marché. Mais c'est un peu de dire un peu quelle est votre démarche sur la question, sur la partie, j'allais dire, comment lever les fonds, comment vous envisagez lever des fonds. Vous avez déjà donc une partie puisque les business angels sont engagés, mais je suis convaincu que les business angels ne suffiront pas. Non. Aujourd'hui, on est sur une estimation à peu près de 80 millions d'euros. Oui. Donc, pour unité de production, d'assemblage, tout l'écosystème, un peu pour industrialiser les véhicules. On compte aussi le côté marketing. Voilà. Donc, on est à peu près sur 80 millions d'euros. Oui. Donc, vous parliez aussi... Et une roadmap de 3 ans. 3 ans, Donc, oui. à partir d'aujourd'hui, prototype, et une roadmap de 3 ans, fin 2025, pour commencer la production de série, après toute la R&D, etc. Oui. Et vous disiez tantôt que vous pensiez aussi au pouvoir public. Qu'attendez-vous des pouvoirs publics? Alors nous, on espère que les pouvoirs publics vont nous soutenir, comme la France soutient Renault, Oui. comme l'Allemagne soutient BMW, comme les États-Unis soutiennent General Motors, parce que pour nous, en fait, il est temps que les pays africains aussi aient leurs industries et leurs marques automobiles. Après, on peut aller dans d'autres sujets, mais nous, la diaspora, comme ça a été dit avant, voilà, moi, je suis arrivé très tôt en France, j'avais 3 ans. Donc j'ai fait mes études ici, j'ai été aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir toute cette expérience. On veut la mettre à disposition des pays, donc pour les habitants et pour les gouvernements aussi. Donc c'est dans leur intérêt aussi, je pense, de nous avoir, voilà, pour mettre en place ces industries qui vont créer de l'emploi sur place et créer de la valeur et aussi. Je pense que ça peut être une fierté aussi Voilà, absolument. voilà, pour l'ambassadeur de France, sénégalais en France, d'avoir une voiture sénégalaise. Enfin, c'est aussi, je pense, ça peut aussi être une fierté. Oui, et est-ce que vous avez aussi, donc, pour voir un peu l'environnement, le contexte, comment au Sénégal, ce projet est perçu auprès, je dis, des leaders d'opinion, la presse, le citoyen lambda? Comment est-ce que vous avez un peu immergé? Vous êtes immergé, discuté avec des gens sur le projet. Comment ça évolue là-bas? Alors, dans l'opinion, je vais dire. Dans l'opinion. Ouais, alors, en général, c'est très bien pris. Parce que les gens, vraiment, je pense qu'ils sont arrivés à un niveau où ils veulent des bons produits, ne serait-ce que pour se déplacer, que ce soit au niveau des bus, au niveau des véhicules, etc. Et c'est aussi un espoir pour avoir de l'emploi, pour les familles, pour les jeunes, surtout. On a une population qui est très jeune. Après, il y a toujours les sujets de oui, mais tu veux faire des voitures en Afrique, mais il n'y a pas d'électricité en Afrique. Et moi, je réponds à ça, nous, on va mettre un coup de pied dans la fourmilière, en fait.
on va dire que le monde est en train d'aller vers l'électrique. Pourquoi pas nous? Donc c'est pour ça que je disais, on va aussi peut-être un peu challenger les autorités en leur disant que voilà, nous on arrive avec ces projets-là et on a besoin d'électricité, que ce soit solaire, de l'énergie renouvelable. Il y a plein de choses en fait qui n'ont pas encore été totalement exploitées. Donc on va pousser. On va pousser. Et c'est pour quel marché? C'est-à-dire à quel prix? Et qui va pouvoir... Alors nous, on a pensé, toute une vision. Oui. Donc on a pensé des SUV premium, on a pensé transport public, donc des bus, parce que c'est un marché qui touche le plus grand nombre de personnes en Afrique. On a pensé aussi des véhicules compacts, des petits véhicules pour tout ce qui est taxi, parce qu'on sait que les taxis, c'est une grande partie de l'économie en Afrique. Donc des véhicules petits, très abordables, avec des solutions de financement. Et on travaille aussi sur des bornes de recharge portables. Donc comme on sait que l'infrastructure n'est pas encore développée, donc si on doit se déplacer dans une zone en Afrique, enfin, par exemple je prends le Sénégal ou en Côte d'Ivoire où il n'y a pas encore de borne, on peut avoir sa borne de recharge dans son coffre, arriver là-bas au village ou dans une petite ville de province, on sort sa borne de recharge, on charge et puis on fait le trajet retour. On a essayé vraiment d'adapter au continent, comme le disait monsieur tout à l'heure. Mais pour peut-être dernière question sur ce sujet, on reviendra peut-être, c'est la technologie est mise au point par qui? Comment est-ce que vous avez résolu cet aspect cet accès technologique? Comment vous Nous, moi je suis associé avec une femme qui s'appelle Nissi Ogulu, qui est ingénieure mécanique automobile de formation, donc elle est nigériane. Donc on a fait les spécifications techniques et la R&D en interne. On a aussi un ingénieur qui est du Congo. En fait, c'est beaucoup d'ingénieurs de la diaspora qui ont travaillé dans l'automobile en Europe ou aux États-Unis, avec qui on a travaillé sur la R&D. Et bien évidemment, on travaille avec des partenaires industriels internationaux. Et voilà, et du coup, le pont dont on parlait tout à l'heure, et généralement, comme nous on a grandi ici, on se tourne généralement naturellement vers l'Europe pour trouver des partenaires parce qu'on a nos contacts ici. Donc c'est vraiment un avantage pour les deux espaces. Merci infiniment, Rui Mendes, pour ce projet absolument original, et je dirais Merci à vous. Révolutionnaire pour notre continent. Et je vais faire un bond vers une autre forme, j'allais dire, d'innovation, qui pourra surprendre beaucoup ici. J'ai dit tout à l'heure que c'était un peu la surprise. C'est Hervé Dipari ici présent. Hervé Dipari, lui, c'est un entrepreneur qui prend des risques, mais des risques souvent assez incroyables. Vous avez pris le risque, M. Dipari, de passer de l'entreprise, ou en tout cas de combiner l'entrepreneuriat et la dimension artistique, puisque vous êtes comédien. Et vous n'êtes pas seulement comédien pour faire rire les spectateurs, mais pour également faire du business à travers... donc vous faites du show business. Vous n'oubliez pas le business à côté du show. Alors comment? Racontez-nous un peu cette histoire. C'est ça, comme il a dit, il faut vivre. Non, déjà, mesdames et messieurs, merci pour votre présence en ce samedi matin. Je suis très honoré d'être invité, donc merci beaucoup. Donc effectivement, pour préciser ce que vous venez de dire, moi je m'appelle Hervé Dipari, donc je suis entrepreneur et artiste. À la base, moi j'ai évolué dans des cabinets tels que Accenture, Capgemini, Atos, dans les cabinets de conseil et informatique, dans la gestion de projet et dans la partie commerciale, pendant plus de 13 ans. Et en parallèle à cela, j'ai fait des cours de théâtre. J'ai toujours été passionné par le théâtre depuis mon enfance. J'ai fait les cours de théâtre au cours Florent, les cours Clément, l'école d'improvisation. J'ai fait ça en parallèle. Je travaillais et je faisais les cours en parallèle. Et j'ai commencé à faire aussi du stand-up, du one-man show. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me faire repérer. J'ai fait Jamel Comedy Club, j'ai fait des festivals humour, j'ai présenté des festivals pour Rire et Chanson. J'ai fait des chroniques radio également pour Europe 1 avec Anne Romanoff notamment. Et... en fait, pour être honnête avec vous, je ne vais pas vous mentir, j'assumais pas d'être artiste et d'avoir la partie business. J'assumais pas les deux.
Donc je me disais, non, mais je suis artiste, il faut que je reste dans le côté artiste. Moi, je suis là pour écrire des textes, pour faire rire les gens. Je ne peux pas faire du business, c'est pas artiste, c'est pas bien. L'argent, c'est sale. Et en fait, c'est un peu la vision qu'on nous a inculquée. C'est une vision, on va dire, purement, on va dire ce que moi j'ai connu en France, en fait. Et c'est quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce qui se passe aux États-Unis, j'ai commencé à m'intéresser à des artistes tels que Kevin Hart, Dave Chappelle, Chris Rock, même Ray Charles. Les États-Unis, depuis les années 50, 60, ont une vision show business. En France, les artistes ont une vision show. Le business, on laisse aux gens pour gérer. Sauf que moi, en assumant qui j'étais vraiment, c'est-à-dire à la fois une personne qui a une forte expérience dans les grands groupes dans la partie business, mais également une expérience avec plus de 8 ans, presque 10 ans maintenant dans la partie artistique, en fait, je me suis rendu compte que je peux mêler les deux. Il faut juste se faire confiance et croire en soi et avoir un projet clair. Et donc, j'ai commencé tout simplement à organiser des soirées humour, ouvertes au public. J'ai commencé dans le 94 à Champigny. Et après, j'ai fait des shows à La Villette. Et après, j'ai fait des shows à République. Et après, j'ai fait des shows dans le 8e arrondissement. La semaine dernière, j'ai fait un show dans le 9e arrondissement, dans le Salon des Miroirs. Et maintenant, en fait, je me fixe zéro limite dans ma vision et dans mon ambition. Quand je veux faire quelque chose, par exemple, ici, je vais être honnête avec vous, je vois la salle, je me dis, en fait, elle est pas mal, cette salle. Je vais faire un truc ici, moi. Je vais vraiment le faire. Vous êtes les bienvenus, d'ailleurs. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'une chose. Quand il y a quelque chose que vous avez dans la tête, une vision, il faut juste regarder ce que c'est faisable ou pas, faire des petits calculs. Bah ouais, c'est faisable, je le fais. Et ça s'arrête là, en fait. Et donc, aujourd'hui, je propose mes prestations au sein des entreprises. Comme je viens du monde de l'entreprise, je travaille directement avec les entreprises du CAC 40 et du SBF 120, qui sont finalement des êtres humains comme vous et moi, qui aiment de temps en temps rigoler, passer un bon moment. Et ce que je propose, c'est vraiment de mettre l'excellence noire dans ce que je propose. Dans quel sens? C'est-à-dire que je propose aux entreprises d'être dans des lieux qui soient des lieux plutôt agréables, des lieux plutôt cosy, dans le 8e arrondissement, dans le 16e et autres. Pourquoi? Parce que j'ai fait des événements moi-même quand j'étais en entreprise, dans des gros lieux, dans des châteaux et autres, pour des séminaires, des événements, pour vendre les produits au sein de Capgemini et Accenture et autres, pour représenter l'entreprise. Mais j'ai baigné là-dedans, donc je sais comment ça fonctionne. Et donc c'est dans ce type de lieu et d'événements que je propose cela. Et je propose des plats et des cocktails afro-caribéens gastronomiques, à travers un ami qui, lui, est spécialisé dans la restauration. Et il travaille dans des restaurations, dans des restaurations étoilées, en fait, des restaurants étoilés, et donc qui a une certaine expérience là-dedans. Je dis, écoute, toi, tu sais faire ça, moi, j'ai cette expérience d'un point de vue artistique et business. On va mélanger nos deux expertises pour proposer une offre différenciante aux entreprises pour qu'ils puissent passer une soirée qui commence en musique avec un DJ qui les reçoit dans une belle ambiance mousse, chill, R&B où ils sont vraiment bien. Ils peuvent manger, boire des plats afro-caribéens. Le tout avec un show de plus de 1h30 avec les humoristes et les stand-uppers de la nouvelle génération des plus confirmés. On a du Alban Ivanov, du Paul Mirabel, toutes les artistes du moment que vous pouvez regarder sur Internet, à la télé, viennent dans mes shows, dans mon comedy club, et le tout avec un accès au bar où les gens peuvent se servir, boire, se rafraîchir. Donc l'objectif, c'est quoi? D'un point de vue business pour les entreprises, si vous avez des clients, des partenaires, des prospects, cet événement-là permet justement d'avoir une offre différenciante puisque vous passez un moment avec ces personnes-là dans un autre contexte, dans un autre cadre, où on mange, on boit et on rigole ensemble. Et donc, d'un point de vue prise de contact relationnel, c'est autre chose. Il y a des gens qui sont venus avec leurs prospects ou leurs clients, dans la relation, c'était autre chose. Parce que le lendemain, il y avait un prétexte, quand c'est des prospects, pour pouvoir appeler. Salut Michel, ça va? Tu te rappelles la soirée d'hier? Alors, t'as préféré qui comme artiste, toi? Ah, moi, c'est celui-là, il était marrant. Ah, ouais, c'est vrai. Mais on se prend un rendez-vous pour se voir, d'ailleurs? Carrément, avec plaisir. Du coup, en fait, ça brise la glace d'une autre manière. Et du coup, en termes de génération de pipe, pour la prise de rendez-vous, pour vos commerciaux ou pour les équipes, on génère du pipe d'une manière native, de manière naturelle, puisqu'on a fait un événement qui est plutôt humain et sain, tout simplement. Et du coup, ça permet de séduire ses clients, parce qu'on leur a proposé une offre différenciante, ils ont passé un bon moment, on peut les revoir et faire du business. Et du coup, quand il y a d'autres événements, quand je fais cet événement, j'en fais pas qu'un seul, j'en fais d'autres par trimestre. Et c'est un point d'entrée. Après, je vais m'arrêter là parce que c'est un peu long. Oui. C'est un point d'entrée. Et je fais aussi la partie formation, du coaching d'un point de vue commercial, coaching d'un point de vue prise de parole, d'un point de vue prise de parole pour les dirigeants. Je vais former des dirigeants de Swile. Je vais le coacher sur sa prise de parole, sur la rédaction de textes,
pour être à l'aise dans la prise de parole en public, pour aider les équipes, les dirigeants au sein des entreprises. Donc ça va un peu plus loin que ça. Il y a aussi la partie formation, coaching. Donc, voilà. Merci infiniment Hervé Dipari. C'est un témoignage que je trouve particulièrement original, intéressant, mais qui nous fait comprendre que la culture, le milieu artistique a une dimension business. La diaspora peut s'en inspirer. Il est important de savoir qu'un pays, il a cité les États-Unis, aux États-Unis, le show business a tout son sens et les gens ne savent pas souvent la richesse et la puissance des États-Unis, c'est aussi le soft power qui est justement vient de la culture et la culture rapporte beaucoup plus d'argent qu'on imagine. Le cinéma, le show business, la musique, etc. rapportent plus d'argent, les gens ne le savent pas aux États-Unis, que la vente des armes ou l'industrie automobile. Et c'est très important qu'il nous ait montré que l'art, la culture peut être valorisée. Et c'est évidemment un risque. Merci infiniment. Merci à tous nos panélistes de nous avoir apporté ces éclairages et cette lumière. La diaspora est véritablement en position. Merci.